Voilà, bonjour à tous, il est exactement 12h30. Bonjour Jessie. Bonjour Danick. Tout va bien? Ça va très bien. Pourquoi? Ça va, c'est tout. Ça va? Parce que demain c'est... Demain c'est jeudi. Demain c'est jeudi, on aura le temps d'en parler plus tard. Sinon aujourd'hui, ce sera cool puisqu'on reçoit tout de suite une jeune étudiante du CFPPA. Elle s'appelle Vanessa Saint-Marc. Bonjour. Bonjour. Plus tard, on va recevoir Jacques Martial, le comédien que vous avez connu dans des feuilletons à la télévision. Mais cette fois-ci, il est en Guadeloupe pour présenter un projet qu'il mijote depuis quelques années. Il viendra tout à l'heure nous expliquer pourquoi vendredi 17, vous devez être au Quai des Arts. Nous aurons bien évidemment, comme chaque mercredi, la rubrique Coco et abricots de Jocelyne Nampry et plus tard, bien évidemment aussi, la rubrique médicale. Cette fois-ci, ce sera avec le docteur Villa Yandon. Voilà un peu le sommaire de nos invités aujourd'hui, les invités attendus. Je profite pour saluer nos amis de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin et de Paris qui nous regardent en ce moment. Et tout de suite, le déroulement des titres de l'actu avec notre chère Jessie. Merci Danick. Mobilisation ce matin à Castel-Lamentin. Près de 200 logements sont en construction dans le lotissement Caillou. Des travaux que les riverains condamnent. Les constructions risquent de détruire une tombe funèbre, celle de Monsieur Caillou. Le réseau mondial Sigfox arrive aux Antilles, présent dans plus de 11 pays en Europe. Ils ont effectué leur lancement en Guadeloupe ce matin à l'hôtel La Toubana à Sainte-Anne. Et dans le cadre de l'opération Tous prêts pour l'Euro 2016, 250 jeunes ultramarins ont été reçus hier au ministère de l'Outre-mer à Paris. Et voilà pour le sommaire donc des titres d'Annick. Que vous allez développer tout à l'heure. Alors, bien sûr, on va commencer avec le rouleau pour la Saint-Jean. Rouleau pour la Saint-Jean, c'est une manifestation qui se tiendra samedi 18 au CFPPA. En fait, c'est une journée porte ouverte. Et pour nous expliquer, nous parler un peu de ce rouleau pour la Saint-Jean, on reçoit Vanessa Saint-Marc. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un petit peu d'abord rapidement ce que c'est que le CFPPA de Basse-Terre. Le CFPPA de la Basse-Terre est un centre de formation qui accueille toute personne qui veulent avoir des avoir des connaissances ou apprendre à pratiquer la terre. Oui. Et donc vous êtes un stagiaire là, on peut dire ça comme ça? Oui, je suis stagiaire. Bien sûr. Alors, deuxième question, bien sûr, c'est toujours Jessie. Et justement, qu'est-ce que vous comptez apprendre exactement dans cette formation? Je prépare une formation qui est le BPRAPH, brevet professionnel de responsabilité d'atelier d'horticole, et qui va me permettre d'acquérir des connaissances sur les plantes médicinales, ornementales, utiles, répulsifs, et dans l'agriculture en général. Et pour connaître les bienfaits des plantes, ce qu'elles apportent en général. Voilà. Et pourquoi donc fêter la Saint-Jean? La Saint-Jean est une fête qui est organisée dans le monde. Elle permet, en fait, elle existe depuis déjà plusieurs années, avant même le christianisme. C'est une fête d'origine païenne. Et maintenant, on l'a fête avant le solstice d'été, et on a vu et on constate qu'elle a des bienfaits à cette période. Surtout sur les arbres fruitiers et les légumes racines. Mais ça veut dire, Vanessa, que en tant que jeune stagiaire du CFPPA, vous souhaitez être agricultrice demain ou dans les métiers proches de l'agriculture? Je veux être agriculture dans le futur, en fait, dans un futur proche, oui, parce que en fait, c'est pour récupérer les terres de mon père. Et quand je sors de la formation, j'ai l'intention de finir d'apprendre avec lui et de mettre tout ce que j'ai appris en formation, mettre sur le terrain. Mais la formation que vous faites aujourd'hui, c'est une formation agricole, de type agricole? Oui. Qu'est-ce qu'on apprend? Comme je viens de le dire tout à l'heure, là, j'apprends tout ce qui est autour des plantes. J'apprends ce qu'elles ont besoin, ce qui peuvent les faire du mal, comme ce qu'on va voir aussi le jour de la Saint-Jean. On va voir les insectes pollinisateurs qui apportent du bien au jardin. On va voir aussi tout ce qui est la gestion de l'eau, ce qu'elles ont besoin en gestion d'eau, en substrat, en amendement, et voilà. Tout ça, vous apprenez tout ça? En combien de temps il vous faut pour apprendre tout ça? On est en formation pour 15 mois, mais après la formation, il faut quand même apprendre derrière, et c'est au fil des années qu'on sera sur le terrain qu'on va finir d'approfondir
notre apprentissage. Notre apprentissage. Et c'est compliqué ce genre de formation? Non, dès qu'on aime, c'est pas compliqué. Non, du tout. Oui, et donc vous êtes à peu près quoi, une vingtaine d'étudiants? Dans ma formation, on a 15 stagiaires. Après ça, il y a le BPRIA. Le BPRIA. Qu'est-ce que c'est? C'est le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. C'est le même niveau que nous. Oui. Niveau 4. Niveau 4? Et là aussi, c'est 15 mois d'études? Oui, 15 mois. Eux, ils ont commencé depuis le mois de décembre et nous, on a commencé au mois de février. Est-ce que dans cette formation, vous allez souvent sur le terrain pour vraiment, comme on dit, mettre le doigt dans la terre? Ah oui, pour ça, on va sur le terrain. Déjà, on a eu une période de stage au mois de mars. On va avoir une autre période de stage de 1 mois, cette fois-ci au mois de juillet, chez l'exploitant qu'on aura choisi. Déjà qu'au CFEP, il y a des parcelles sur lesquelles qu'on a planté et qu'on va présenter au public le jour de la manifestation. Et toutes les étudiantes ou tous les stagiaires ont le même profil que vous, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui veulent se lancer dans la terre ou bien les gens viennent faire ça En fait, chacun a un objectif, un projet et on n'est pas tous du même âge. Il y a plusieurs catégories d'âge. Je suis la plus jeune dans ma formation et ça peut monter jusqu'à 60 ans, on va dire. Jusqu'à 60 ans? Ben oui, il n'y a pas d'âge pour apprendre. D'après, je ne savais pas, ici. Donc c'est ce samedi 18 la manifestation. Qu'est-ce que vous allez proposer? Eh bien, on va proposer plusieurs ateliers qu'on va présenter aux particuliers et aux professionnels s'ils veulent venir. On invite tout le monde. Parmi les ateliers, il y aura l'atelier de la gestion de l'eau, l'atelier de pouvoir le purin. C'est un traitement naturel à base de feuilles de plantes qu'on laisse reposer. Mais quand vous allez voir le jour, je ne vais pas trop donner d'informations, mais quand vous allez voir le jour de la manifestation, si vous venez, il y aura aussi, j'ai déjà dit la gestion de l'eau, il y aura aussi planté dans des récipients naturels. Il y a les insectes pollinisateurs qu'on verra avec vous, les plantes utiles et les plantes répulsives. Les plantes utiles, c'est ce qu'elles apportent. Elles vont apporter des bienfaits au jardin. Les plantes répulsives vont faire partie de tout ce qui est ravageur, sans trop donner de détails. D'accord. Et voilà. Et j'ai vu qu'on va voir ensemble aussi le jardin créole, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, on a choisi le thème jardin créole sous ce devis par rapport à la manifestation qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, les couleurs au jardin. D'accord. Mais peut-être qu'il faudrait, pour les gens qui ne le savent pas, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, dire ce qu'est un jardin créole aujourd'hui. Eh bien, le jardin créole, il y a plusieurs significations, hein, parce qu'il y a le jardin ornemental. En fait, ça dépend des goûts de chaque personne. Il y a le jardin ornemental, tout ce qui est plantes. Il y a le jardin à place de plantes médicinales, le jardin de bien-être. Alors, le jardin créole Ça superficie, les grands, c'est sous des hectares? Non, le jardin créole, à la base, c'est 200 mètres carrés. Ah ouais, il est tout petit. Oui, mais à l'époque, le jardin créole, c'était au moment de l'esclavage. En fait, quand l'esclavage s'est terminé, si je ne me trompe pas, eh bien, chaque petit... comment utiliser le bon terme? Des gens comme nous, mais en fait, les anciens esclaves avaient leur jardin pour pouvoir planter ce qu'ils avaient besoin comme nutriments, comme aliments, des bananes. Pendant l'esclavage, c'est-à-dire aussi le seul moment où ils avaient un peu d'espace libre où ils pouvaient survivre. Quoi. Voilà. Ça leur permettait de survivre. Donc on y trouvait surtout des légumes et puis peut-être aussi des plantes médicinales. Oui, pour pouvoir se soigner. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de médecin. Oui. Et dans votre formation, vous apprenez un petit peu sur les plantes médicinales aujourd'hui? Oui, mais il y a une formation spéciale pour plantes médicinales pour qu'on soit... Dans le cadre de votre formation? Ou bien en dehors de la formation? En dehors de la formation. Mais j'apprends aussi dans la formation tout ce qui est plantes médicinales. Mais pour approfondir, il y a une autre session de formation. Oui. Par exemple, dans le jardin créole, qu'est-ce qu'on peut trouver comme plante médicinale? Bon, déjà, il y a le dattier que tout le monde connaît. Le dattier. Oui. Qui est bon vous connaissez le dattier? Oui. C'est bon. Qui est bon pour la peau, si on a des problèmes de peau. Oui. Après, il y a... Attendez. Il y a la menthe, il y a la glycérine. Alors, la menthe, c'est une plante aromatique. Je viens de dire... Il y a aussi le TPI? Oui, le TPI est très bon. Ma maman le fait pour moi. Oui. Oui. Ça nettoie le corps. Ciment contre 3 aussi. Oui. Oui, il y a ces plantes-là. Alors, La tout ça. aussi. Oui. Non, la plante d'Atumo.
À tout moment, oui, À c'était tout bon. moment, c'est quoi ça? Il y a la sauge C'est aussi très que bon, j'ai c'est une connue il n'y a plante pas très pareil longtemps. pour quand on est grippé. On fait un thé avec, c'est bon. On peut faire une infusion, thé ou infusion? Parce qu'on fait la confusion ici entre thé et infusion. Hein. Bon, alors je me rappelle plus La différence? de la différence, mais je pense que c'est l'infusion. L'infusion, c'est avec les feuilles Voilà. Qu'on laisse tremper dans l'eau chaude. Exactement, tremper dans c'est l'eau plus chaude. l'infusion, voilà. C'est plus l'infusion. Et on peut. Alors, donc, vous savez tout pratiquement sur les plantes médicinales aujourd'hui. Vous pouvez faire un jardin créole. Je connais pas tout, j'apprends toujours. Vous apprenez toujours? Oui. Bon. Alors, mais quand vous entrez chez vous, quand vous êtes stagiaire comme ça, vous entrez chez vous le soir ou le midi ou le week-end, je ne sais pas, vous avez déjà votre petit jardin créole? Chez mes parents, parce que moi j'habite dans des appartements. Alors le week-end, je vais chez ma maman et j'ai commencé à faire un tout petit jardin, mais vraiment tout petit. Et qu'est-ce que vous avez mis dedans? Des tomates, des trucs pour manger, quoi. Ce qu'elle aura besoin. Il n'y a pas de partie médicinale encore? Pas encore, Bon. mais elle veut. Alors ça sera pour bientôt. D'accord. Alors on peut imaginer, Jessie, que cette jeune fille, après combien de mois vous avez dit de formation? 15 mois. 15 mois de formation, elle va se lancer dans l'agriculture. Exactement. Est-ce qu'elle a l'air d'une agricultrice? Bah, je dirais pas qu'elle a l'air, c'est pas marqué sur le front d'une personne, son Non, métier, hein, donc c'est pas écrit sur le tout le visage, monde hein. peut être agriculteur. Il mais faut oui. devoir aussi, mais J'ai des ongles, mais Elle mes mains ne sont pas très vous n'avez jolies. pas des faux ongles? Non, non, ce sont mes ongles, mais ça De toute se façon, elle doit salit. je n'ai utiliser pas. des gants, donc. Ah, on utilise des gants pour, Ben oui, 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 quand même. quand Surtout même. que moi j'ai des problèmes de peau, même si je suis dans l'agriculture, il faut que je me protège. Puis on se protège même avec les produits qu'on utilise. ça, Et c'est dans important. combien de temps vous serez vraiment une exploitante agricole? Ben, après la formation, comme je l'ai dit tout à l'heure là, j'ai pas l'intention de rentrer tout de suite en tant qu'exploitant. Je vais travailler en tant qu'employé avec mon père et après Oui. ça par la suite, quand il va prendre sa retraite, je deviendrai exploitant agricole. D'accord. Et vous ferez quel produit? Ah, Vous mais avez du réfléchi? Ah oui, alors je ferai du vivrier, du maraîchage et je vais planter de la canne. De la canne? Oui. Oui. D'accord. Bon, ben écoutez, avant de vous remercier, il va falloir peut-être rappeler que cette manifestation se fait le 18. Oui, le 18, on vous attend tous. Ça se fait où exactement? Au CFPPA du Mais Lamentin il est à où? Chantilly. Il est ce FPP. À Chantilly. Alors, quand vous prenez la direction du pont de Bréfort, vous allez voir sur votre... En fait, ça dépend de où vous venez. On sort de Pointe-à-Pitre en Voilà. général. Voilà, alors vous montez. Au lieu de prendre la direction pour aller vers le Lamentin, vous prenez à gauche et tout de suite sur votre main droite, vous verrez le CFPPA. Il y a des beaux petits chapiteaux à l'extérieur. Et ça commence à partir de 8h30 et ça se termine donc aux environs de 15h. Il n'y a même pas un petit bois à manger dedans. Ah, ben, qui sait peut-être? Mais non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Non. Pour des agriculteurs, je croyais qu'il y avait au moins des dégustations de fruits et de légumes que vous auriez fait. Ah oui, on pourra faire des dégustations de fruits rares, mais il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut vite bonner. Il faut s'inscrire pour les ateliers ou pas? Non, vous Non, c'est venez et voilà. Et c'est ouvert à tout le monde ou seulement aux agriculteurs? Non, particulier comme professionnel, c'est-à-dire les particuliers, les gens Toutes les ne personnes qui pas, sont voilà. intéressées par le jardin, par les plantes en général, voilà. Jardin en nous, c'est... Tant nous. Non, vie en Et en nous. C'est vie en nous. Voilà. Ça, c'est le Mais Rouleau slogan. pour la Saint-Jean, 11e édition. Merci Vanessa Saint-Marc de venir nous dire ça. Il est pratiquement 12h44. On va continuer l'information avec Jessie en attendant de recevoir Jocelyne Nampri pour ça. Chronique sur le... C'est quoi sa chronique? Le Tonix, je crois. Tonix. Ouais. On saura tout à l'heure ce que c'est que le Tonix. Voilà. C'est à vous. Voilà, et Jessie. on poursuit, Danick, donc avec le développement de l'actualité. Le réseau Sigfox arrive aux Antilles. Cette start-up toulousaine est le leader mondial des réseaux dédiés aux objets connectés. Donc, elle permet de réduire de manière significative la consommation d'énergie des appareils connectés et leur prix. Son arrivée dans notre archipel va permettre de mettre rapidement en œuvre un réseau d'objets connectés à destination des entreprises, mais également de la population guadeloupéenne. Le lancement, c'était ce matin à l'hôtel La Toubana à Sainte-Anne. Reportage Charlie Dagonia. Le réseau Sigfox, en fait, c'est un objet, c'est un réseau, pardon, qui a pour fonction d'aller récupérer des informations du monde physique, finalement, de la manière la plus simple qui soit. Et de manière à ce que
la récolte de ces informations du monde qui nous entoure soit la plus économique possible, aussi bien en termes d'abonnement, c'est-à-dire l'abonnement pour placer un capteur dans ce réseau, mais surtout aussi en termes de matériel et de ressources, et en termes d'énergie. C'est-à-dire que le but du jeu d'un réseau comme le réseau Sigfox, c'est de pouvoir abandonner des capteurs dans la nature. Alors, n'y voyez pas quelque chose de non écologique, au contraire plutôt écologique, c'est-à-dire de dire par exemple je veux abandonner des capteurs de départ de feu dans des forêts, je veux qu'ils soient absolument pas chers, et je peux être capable de les planter sur l'arbre de manière très simple, et je veux qu'ils durent 10 ans, 20 ans, de manière à ce que je ne génère pas des coûts supplémentaires d'entretien, etc. Et à travers ces capteurs que je vais avoir déployés de la manière la plus simple possible, je veux pouvoir construire en fait un jeu d'information le plus utile possible qui va me permettre d'économiser beaucoup d'argent parce que par exemple j'aurai les départs de feu, je vais pouvoir gérer ma forêt différemment, etc., etc. C'était un exemple, mais on peut le voir, on peut le multiplier à l'infini quasiment. C'est ça le but, et pour ça il faut un réseau en fait qui est au service d'objets qui finalement ont un mode de connexion ultra simplifié à nos systèmes d'information. Ce qu'on peut dire, c'est que le potentiel, il est gigantesque, absolument gigantesque. Ça peut aller des compteurs d'eau jusqu'à ce que j'ai expliqué, être capable de mesurer des départs de feu, être capable de mesurer, pourquoi pas, faire des alertes tsunami, pourquoi pas détecter des catastrophes comme des tremblements de terre, ou tout simplement être capable de faire de la météo participative en mettant des capteurs de température ultra low cost dans votre jardin, et comme c'est pas une donnée très sensible on va dire, mais néanmoins si je rassemble toutes ces données, je suis capable de faire une météo participative qui est probablement beaucoup plus performante que la météo qu'on fait aujourd'hui d'une autre manière. Donc il y a d'abord un volet B2B et je pense qu'un énorme volet B2C ou B2B2C qui va arriver derrière. Accompagner et soutenir les personnes en situation d'addiction, c'est l'objectif du COREDAF. Qu'est-ce que c'est? C'est le comité de réflexion, de recherche d'action et de formation en vue de la prévention de déviance psychosociale. L'association, créée depuis plus de 30 ans, tenait hier son assemblée générale au centre culturel Rémy-Nasuta à Pointe-à-Pitre. Reportage Jeff Taylor, Anthony Borgia. Le COREDAF, c'est une association, nous avons plus de 30 ans déjà, qui œuvre pour la prise en charge des toxicomanes et surtout ce qu'on dit, comme on dit maintenant, on parle d'addiction, toutes sortes d'addictions. Notre assemblée générale aujourd'hui, c'est dans quelles sont les validation de l'AG de l'année dernière, rapport moral et tout financier, comme toujours. Mais aujourd'hui, c'est un jour parce que nous avons plein d'actions que l'association a menées, et surtout les salariés du CSAPA. Donc, dans le débat, dans le rapport d'activité, tout sera débattu. Nous sommes une structure qui, aujourd'hui, on recouvre tout l'ensemble de la gamme possible dans le champ des addictions. On s'occupe de tout type d'addiction, pour tous les âges. On a fait développer un bus de prévention en addiction, ça s'appelle le Proxibus, et on arrive à toucher comme ça le plus grand nombre de personnes, notamment les jeunes de 13-25 ans qui sont éloignés des systèmes de communication et qui ne viennent pas forcément au sein de notre structure. Donc on peut les joindre aussi bien dans leur lieu habituel de rassemblement, dans les quartiers cités, mais également dans des structures telles que la mission locale, ou alors par exemple dans tous ceux qui sont scolarisés dans les lycées et les collèges. Nous intervenons pour pouvoir faire passer des messages de prévention, quel que soit le type d'addiction. Quel que soit ce qu'on va faire, il va manquer toujours. Mais le COREDAF, avec ses salariés, ses adhérents et ses administrateurs, nous faisons le maximum pour jouer notre rôle. Et 2015 a été une année très très riche. Parce qu'on peut dire que tous les objectifs qu'on s'était fixés ont été atteints. Et pour l'année qui vient là, nous avons déjà pas mal de projets. La première chose que nous allons faire, c'est déjà se préparer, c'est déjà réactualiser notre projet associatif. Les salariés qui, de leur côté, nous avons pas mal de commissions qui fonctionnent très bien. Nous avons surtout un bus de prévention qui intervient sur le terrain, que certainement les Guadeloupéens ont déjà vu partout. Ce bus-là intervient dans les établissements scolaires, dans les collèges, dans les lycées, dans les manifestations où nous sommes sollicités. Donc le COREDAF est sur le terrain, et je dis encore,
Une fois, merci aux administrateurs et aux adhérents et surtout au travail que font les salariés. Il est 12h50 dans le ZCL et comme chaque mercredi, on va retrouver Jocelyne Nampry, j'ai bien dit Nampry, pas Namphy, Nampry, pour la chronique Coco et Zabouko. Bonjour Jocelyne. Bonjour Dani, bonjour Jessie. Bonjour Jocelyne. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un objet, un ovni qu'on ne connaît pas. Ni Jessie ni moi, on ne connaissait pas. L'Autolix, ça vole? Non, ça ne vole pas. Je vais parler de la chaise Tolix. Tolix, c'est une manufacture qui a été créée en 1927. Le nom a été créé en 1927. Et anciennement, c'était une manufacture qui fabriquait tous les arts ménagers. Donc, tout le monde se souvient en Guadeloupe qu'on a eu des bassines en zinc, des seaux en zinc, des arrosoirs en tôle. Et bien, Tolix les fabriquait. Mais avant tout, je voudrais vraiment remettre dans le contexte, qu'est-ce que c'est que le design industriel et qu'est-ce que c'est que le style industriel, puisque Tolix c'est vraiment la représentante du design industriel. Le mobilier en métal, même si c'est contemporain, mais ça n'existe pas seulement il y a 20 ans, 30 ans, là ça existe depuis le XVIIIe siècle. Les premières personnes, ce sont les aristocrates qui faisaient fabriquer ça sur mesure. Pourquoi? Parce qu'il y avait une théorie hygiéniste qui subsistait. On disait que c'était hygiénique et il y avait beaucoup de peste, donc les gens ils voulaient avoir quelque chose qui puisse nettoyer facilement. Donc ensuite ça a été dans le peuple avec vraiment l'art ménager même, avec les seaux, les bassines, les fontaines, tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment, ça a eu une grande vague jusque dans les hôpitaux. Les hôpitaux, ils avaient les lits en fer, les armoires, toujours dans la théorie hygiéniste. Mais là nous faisons toujours partie du style industriel. Ensuite il y a eu comme c'était aussi le XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle, là c'était vraiment la montée de la sidérurgie et compagnie. Donc beaucoup d'usines ont fait fabriquer des établis, des tabourets, des tables pour leurs ouvriers. Et c'est comme ça que ça a été le style industriel. Et au moment où c'est devenu design industriel, c'est vraiment à la fin du 19e siècle, avec un monument qui est très célèbre. Alors je vous le donne en mille, c'est quoi? La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est vraiment le début. Non, c'est pas du Tolix, mais c'est le début du design industriel. C'est-à-dire que maintenant, le métal, on le mettait vraiment, on l'élevait au rang artistique. Donc on pouvait faire des objets avec, on pensait à faire autre chose que des choses vraiment basiques. Alors je vais vous coller à mon tour. Bien sûr, elle nous a collé avec la Tour Eiffel. Non, c'est pas du jeu ça. Alors est-ce que vous connaissez un bâtiment public en Guadeloupe qui a été construit à la même époque qu'Eiffel et dans le même style à peu près? La maison Zévalos, c'est sorti des usines Eiffel. Elle est incollable. Alors vous voyez. Voilà. Et au début du siècle, je disais que Tolix, avec son entrepreneur Xavier Pochard, il a baptisé sa manufacture et il a eu l'idée, c'est le premier designer et c'est la première fois qu'on avait créé une chaise en métal, la Tolix. Et c'est en 1934 vraiment que ça a pris de l'ampleur, et avec la chaise mythique vraiment qui a traversé les décennies. Et je ne sais pas si on le montre. Là, on voit que Tolix a fait pas mal de mobilier. On le voit couramment dans nos yeux, les mobiliers d'école, les fameuses chaises. Les fameuses chaises de bistrot. C'est quelque chose, c'est dans notre quotidien, mais malheureusement on ne sait pas. Savait pas que c'est. Voilà, les chaises. Là, c'est une chaise. On allait mourir, oui, tu vois. Voilà, ça c'est une chaise Tolix et on voit elle est vintage. Pourquoi? Parce qu'elle est d'origine. Et qu'est-ce que les gens ont fait? La rouille, on a juste gratté la rouille, on voit les couches successives de peinture et ils ont juste mis de l'anti-rouille, c'est parfait. Là, ce sont les modèles réédités de tabourets. Tout le monde a vu ces tabourets. Là, ils ont rajouté des dossiers. Donc vraiment, c'est dans la mouvance. Et Tolix a été prospère pendant de longues années. Il a eu énormément de prix. Il a été, d'ailleurs, ses collections sont à Georges Pompidou, à la MoMA. Effectivement, mais j'avais pas compris pourquoi ils avaient exposé une chaise justement. Mais oui, non, parce que comme c'est une entreprise française et c'est la première chaise en métal designé. Ouais, je comprends mieux. Voilà, et donc maintenant elle perdure cette chaise et elle a eu énormément de prix. Et cette entreprise, c'était l'un des fleurons français, on peut le dire, enfin on peut dire Cocorico, c'est l'un des fleurons français de l'industrie française. Et
elle a plus de la moitié de ses ventes vont à l'export. Donc c'est connu énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a la qualité. Les gens, bon, c'est une usine, mais les gens, ils soudent à la main encore. Ils mettent. On trouve toujours du Tolix en Guadeloupe. Bien sûr, on peut trouver du Tolix. On peut même trouver du Tolix vintage. De même qu'on trouve les bassines. Mais il faut chercher. Voilà. Et cette entreprise a perdu. C'était une entreprise familiale. Et en 2004, comme elle commençait à perdre un peu de souffle, c'est une de ses directrices et quelques employés. Chantal Adrio qui ont racheté Tolix, et avec de nouveaux designers, ils ont réédité les anciennes chaises, tabourets et tables, et ensuite ils ont créé d'autres monuments, d'autres mobiliers toujours adaptés et dans la mouvance des anciens. Et c'est un succès fou, quoi. Mais je tiens à dire que pareil que pour d'autres objets comme le tam-tam qui était français, la Tolix c'est vraiment l'icône du design industriel. Mais je dis bien design, c'est plus le style. Le style, c'était le mobilier d'usine qu'on remet au jour avec les lofts. Il y a 20-30 ans, on a vu le mobilier industriel revenir, le style industriel. Mais le design, c'est-à-dire dessiner quelque chose à partir d'un métal qui n'était pas, enfin d'un matériel qui n'était pas autre que le bois, autre chose, et ben c'est Tolix. C'est pour ça que c'est une icône. C'est Tolix. C'était une chronique très Tonix, Jocelyne Nanfrix. Voilà. Je ne sais pas si on va trouver encore. Je crois quand même dans un certain nombre de bars de café. On en trouve toujours. Tolix, mais je ne savais pas. Oui, mais c'est toujours, c'est vendu. Vous savez. C'est vendu toujours. Mais c'est vrai que c'est vendu toujours. C'est toujours vendu. Oui. Parce que l'entreprise on en voit souvent d'ailleurs. Oui, en 2006, elle a encore reçu un prix au niveau du ministère des Industries, donc c'est quelque chose. Il faut dire qu'on peut comprendre le prix élevé des chaises, parce qu'on peut trouver des chaises à 200, 300 jusqu'à 800 €. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu garder la qualité d'antan, donc même s'il y a des robots, beaucoup de ces chaises sont soudées à la main, et ensuite ils ont le seau vraiment à poser. Donc on pourrait dire qu'à chaque fois qu'on achète une chaise Tolix, on achète vraiment un objet unique, entre guillemets. Bien, voilà. Un dernier mot. Le dernier mot, c'est j'aimerais faire un merci à mes sponsors, déjà Pinky Niles, pour la beauté de vos mains. Donc si vous voulez réserver, c'est au 680. Vous n'êtes pas la seule, hein. Je crois que ici, allez, faites que. Mais oui, montrez. Non, mais je ne vais pas monter parce que c'est pas Pinky Niles. D'accord. Oui, Pinky Niles. Donc pour réserver, 0690 61 64 17 et Serre Consultant, qui est un cabinet de thérapie coaching. Donc pour se renseigner, appelez au 0690 200 818. Voilà, tout est dit. Il est exactement 12h58. On prend la pause pub. On va retrouver Jessie tout à l'heure pour la suite. G6 maintenant. Non, Obélix. Pour la pause tout à l'heure. Et ensuite, on devrait recevoir Jacques Martial, le comédien qui viendra tout à l'heure nous parler d'une manifestation qui se tient le 17 juin, c'est-à-dire vendredi prochain. Ce sera au Quai des Arts. Il va nous dire exactement ce que va être ce répertoire du théâtre caribéen. C'est une manifestation très importante auquel il faut associer notre ami et confrère Franz Sucab, qui doit être en train de nous regarder en ce moment. Voilà, 12h59, la pub, et on revient dans le ZCL qui n'est pas terminé. Et jusqu'au 24 juin, vous pouvez participer au grand jeu. Suivez l'actu en ZCL et tentez de gagner une croisière, des billets d'avion pour Paris, des smartphones et plus encore. Pour cela, il vous suffit juste de répondre aux questions du jour sur la page Facebook du ZCL. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, il est 13h04. On est revenu donc sur le plateau du ZCL avec Jessie qui nous fait l'essentiel de l'actu du jour. Merci Danick. Mobilisation ce matin à Castel-Lamentin. Près de 200 logements sont en construction dans le lotissement Caillou. Des travaux que les riverains condamnent. Les constructions risquent de détruire une tombe funèbre, celle justement de Monsieur Caillou. Le réseau mondial Sigfox arrive aux Antilles, à présent dans plus de 11 pays en Europe. Ils ont effectué leur lancement en Guadeloupe ce matin à l'hôtel La Toubana à Sainte-Anne.
Et dans le cadre de l'opération Tous prêts pour l'Euro 2016, 250 jeunes ultramarins ont été reçus hier au ministère de l'Outre-mer à Paris. Et donc on poursuit l'actualité avec le développement de notre premier sujet, mobilisation, je vous le disais ce matin au Lamentin. Les riverains du lotissement Caillou à Castel, donc Lamentin, manifestent contre la construction de nouveaux logements. Ils sont contre l'emplacement choisi pour ces habitations qui, selon les manifestants, détruira le cours d'eau, le paysage et surtout la tombe de M. Caillou qui a donné son nom au lotissement. Reportage Ludwig Benito. Alors aujourd'hui, nous mobilisons côté site, nous à Caillou, effectivement, Lamentin, où nous constatons qu'il y a un crime qui est en train effectivement d'être fait côté site. Aujourd'hui, nous avons un projet que la société Banor, M. Cholet qui en détail, qui a fait pour 90 logements sociaux, mais ils ont décidé effectivement de bafrer tout droit à habitants, à colons qui se terrain là ça. Mais en plus de ça, il y a passé en l'air en source qu'il a depuis non, puis de 90 ans que sous ça là, et il y a parlé qu'il y a un problème de l'eau en Guadeloupe, et en plus en source qui est protégée parce que aujourd'hui l'État normalement qui a protégé toute source et en Guadeloupe et à ces territoires de l'État français. Par conséquent, ils ont décidé sans qu'il y ait une concertation avec la population parce que c'est des colons qui sont installés à Caillou, à ces habitations Caillou depuis des 70 ans, et bien sans concertation, et bien M. Cholet et la société a décidé de passer outre des patients compte des moun qui là et des bulldozers jardins, bulldozers baillets sans demander et sans pont information. Aujourd'hui, nous avons encore découvert qu'il y a une tombe qui là, c'est tombé à M. Caillou, et bien ils ont décidé effectivement d'écraser. Donc, à dans silence depuis total. Nous avons parlé en lot de culture dans ce pays là ça et nous avons sépulture qui ont décidé effectivement, nous avons constaté qu'il a failli disparaître. Donc, nous décidons de mobiliser et nous décidons effectivement de dire que si aujourd'hui là, eh bien, pas ni pont loi, pas ni pont respect effectivement, bah M. Cholet, eh bien, nous aussi, nous qui fait ça nous voulons dans ce pays là ça et par conséquent nous qui voulons là ça arriver. Mais en tout état de cause, nous déterminés à mobiliser à ce qu'ils ont arrêté effectivement les travaux, arrêter effectivement ça qu'ils ont fait là. C'est que nous payons une concertation de la population là et que nous savons véritablement ce qui a passé à Caillou. Une fois de plus, une profitation en Guadeloupe. Ces gens-là sont sur la terre depuis longtemps. Celui qui est à la terre, entre guillemets, Cholette, il leur a promis de les laisser faire leur jardin de sa coquine. Parce que normalement, au nom de la réparation, des choses comme ça n'auraient pas dû se faire en Guadeloupe. Ce sont les blancs pays qui ont été indemnisés, ça aurait dû être nous. Alors devant une chose comme celle-là, ils auraient pu faire leur lotissement, s'arranger avec leur lotissement, mais ne pas écraser comme ça tout ce que ces gens-là avaient. Et en plus, ils veulent boucher un ruisseau. J'ai vu une route de Goyave complètement effondrée, c'était un gouffre. Parce qu'un ingénieur français avait fait une route sans s'occuper s'il y avait un cours d'eau qui passait. Il y avait un rue qui passait là. Alors là, on va faire mourir des gens là à force de vouloir à tout prix avoir de l'argent, faire de l'argent, encore avec les mêmes, les blancs pays. Alors, je vous l'ai dit, on reçoit un Martial qui peut en cacher un autre, mais ce n'est pas Jacques, mais c'est Jean-Michel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici parce que vous avez entamé, on peut le dire, un gros boulot, un gros travail, c'est faire un répertoire du théâtre caribéen. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, il y a une dizaine d'années maintenant, c'était en 2006, il y a 10 ans exactement, j'ai pensé réunir les pièces emblématiques du théâtre de la Caraïbe. C'est-à-dire réunir des pièces qu'on ne connaît pas, même si les îles sont pas loin les unes des autres, leurs œuvres... Et de langues différentes. Et de langues différentes. Oui. L'idée, c'était de faire en sorte que, à l'instar du répertoire de la Comédie Française, on puisse avoir un référent auquel tout le monde puisse se rattacher et dans lequel tout le monde, chacun puisse trouver des œuvres de théâtre de la Caraïbe. Bon, je donne une appréciation sous le principe, c'est une chose extraordinaire parce que ça nous manquait ici. Et bien sûr que ça nous manquait parce qu'il y a des auteurs, il y a des gens de grand talent et on ne les connaît pas. Oui. On apprend Racine, on apprend Molière, Corneille, le Cid, je peux vous le réciter et je ne connais rien sur le théâtre caribéen. Alors que Marie Scondé existe, oui. Alors que Simone Schwarzbart existe, alors que Lucien, José Gernidier existe, l'auteur c'est José, etc. Franz Zucab existe. Il était très sensible à cette idée-là, Franz Zucab, et lorsque je l'ai rencontré par l'intermédiaire de ma sœur, l'autre Martial, Josette Martial,
il a dit mais il faut que nous fassions quelque chose. Ouais. Et donc il a décidé de nous aider, de faire en sorte qu'on puisse s'adresser au grand public à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et qu'on présente le répertoire en Guadeloupe la semaine prochaine, cette semaine, à savoir vendredi à 18h au Quai des Arts. Le travail de défrichage, de récupération, j'ai envie de dire, comment ça s'est organisé? Alors, d'abord, j'ai contacté M. Yakou à l'université Antigui. Celui qui est disparu récemment? Oui, de l'université Alain Yakou, de l'université Antilles-Guyane, pour m'aider. Parce qu'en dehors de cette idée, je ne savais pas comment faire. Et puis, il m'a conseillé de rencontrer certaines personnes. Finalement, j'ai réuni autour de moi et autour de cette idée des spécialistes du théâtre de la Caraïbe. Il y en a qui étaient de Sainte-Lucie, il y en a qui étaient d'Haïti, il y en a qui étaient de Saint-Domingue, il y en a qui sont venus du Canada. De Cuba aussi, peut-être? De Cuba également. On a contacté, et nous sommes partenaires de la Casa de las Américas, avec Viviane Martinez-Gomez. On a réuni vraiment, il y avait plus de 250 pièces de théâtre que nous avons pu réunir. Oui. Parmi ces pièces-là, nous avons fait un choix. Un choix arbitraire, tout choix est toujours arbitraire. Tout choix, voilà. Et nous avons réuni des pièces vraiment emblématiques du théâtre. Elles sont écrites et pensées dans leur langue naturelle, dans la langue naturelle des auteurs, à savoir en espagnol, à savoir en créole, à savoir en français, à savoir en anglais et pour certaines également en néerlandais. Et notre idée, l'originalité de cette idée, de cette collection, c'est que chaque ouvrage présente les pièces dans les 4 langues de la Caraïbe. Parce que la Caraïbe, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un espace, vous le savez mieux que moi, un espace géographique et humain où des gens réunis par une histoire commune ont été artificiellement séparés. Aujourd'hui, par cette entreprise, mais comme ça se fait également sur le plan commercial par d'autres expériences et d'autres actions, on les réunit, le verbe réunit, la pensée circule, et nous offrons au monde, à travers cette collection, le meilleur du théâtre de la Caraïbe qui s'exprime français, anglais, espagnol et créole. Ouais. J'ai ici une question peut-être. Oui, alors suite à votre recherche, pour vous, quelle est la caractéristique du théâtre caribéen par rapport aux autres théâtres européens? C'est l'originalité du cas par rapport aux danses françaises ou occidentales. Je dis que, mais bien entendu, puisque on pense Descartes-Pascal. On m'a appris à parler français, à penser français. Descartes-Pascal. Ouais. Et vous voyez un danseur de cas, il est toujours en déséquilibre, alors que les autres sont sur 2 pieds. Voilà. Sauf qu'il ne tombe jamais. Oui. Oui. La pensée caribéenne, le créole haïtien va vous dire, en français on dirait Jean Métellus, grand auteur haïtien, décédé l'année dernière, nous dit Jean Métellus est né à tel endroit. La pensée haïtienne, le créole haïtien va nous dire le nombril de Jean Métellus est enterré à tel endroit. L'originalité, l'unicité, le merveilleux de la pensée créole, elle est dans cette manière d'envisager le principe narratif. Le réel. Ouais. Il y a une manière particulière de dire les choses. Ce n'est pas moi qui ai décrété que Derek Walcott était Nobel de littérature. Ce monsieur, c'est un poète éminemment politique, puisque poésie signifie mettre en mouvement à partir de rien, mais il raconte sa vision du monde avec sa manière de le dire, de le sentir et de le penser. Il est éminemment créole, il est éminemment caraïbe. Donc on se rend compte que la rencontre entre la pensée africaine et la pensée antillaise a quelque chose de particulier. D'autant plus qu'elle est... Alors, aujourd'hui, nous mobilisons côté site, nous à Caillou, effectivement. Quelque chose qui nous reste de cette histoire caraïbe. Ça se traduit dans notre manière de penser, de recevoir les informations, de vivre nos émotions, mais également notre manière de créer. Les peintres le font, les auteurs le font, les auteurs de théâtre le font d'une manière particulière. Les musiciens aussi. Les musiciens n'arrêtent pas de le chanter, de le sonner, bien entendu. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, toutes ces pièces dont vous dites qu'ils sont pour certaines emblématiques vont pouvoir être rejouées, non seulement auront une existence matérielle, mais pourront être rejouées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des compagnies
compagnies guadeloupéennes ou cubaines ou vénézuéliennes ou sainte-luciennes pourront dire, bon, aujourd'hui je joue du sucab, comme là je joue du Gerty-Dambury, enfin des choses comme ça. Oui, tout à fait. Le tram de Gerty-Dambury fait partie de cette pièce. J'imagine. La grandeur de Franz Zucab, c'est que lorsque nous avons fait cette collection, je ne connaissais pas encore ses textes. Il était, en tout cas, sa pièce de théâtre, celle que j'ai eu l'occasion de jouer, n'était pas encore achevée et il ne fait pas partie du répertoire. Ça n'a pas empêché de dire cette œuvre est importante, ce répertoire doit exister. C'est pas une collection fermée. Oui. Il y a eu, pour l'instant, il y a 34 pièces. Bien entendu, d'autres pièces vont continuer à l'abreuver. Ce que vous dites, je rebondis dessus. Aujourd'hui, à Paris, dans 2 lycées, le lycée Sainte-Élisabeth et au lycée Paul Valéry, je donne des cours de théâtre. Les gens de ma compagnie de théâtre donnent des cours de théâtre en utilisant le répertoire de la Caraïbe. Donc les enfants apprennent les auteurs français, mais apprennent aussi Maryse Condé. Et pour ceux d'entre eux qui sont riches d'une culture mixte, africaine, antillaise, sont fiers qu'on parle de leur culture, qu'on parle de leur théâtre, que leur théâtre serve d'exemple. Ces gens-là ont le regard qui passe du bas vers le haut, ils ont confiance en eux d'une manière différente. Leur culture sert d'exemple. Alors, du point de vue purement pratique, l'ouvrage ou les ouvrages qui vont paraître, vous avez trouvé une maison d'édition qui est en mesure de suivre ce travail, de le restituer? Oui, bien sûr. Nous avons trouvé une maison d'édition qui est la Maison des Amandiers, puisque je vis principalement à Paris, oui. Avec qui je travaille depuis le début. Nous avons édité ensemble 4 ouvrages. Nous sommes en train d'en éditer 5 autres avant le mois de septembre. Ils seront sortis. Avec une autre maison d'édition, et ces livres-là sont à disposition du plus grand public, non seulement en France, mais nous étions à Cuba il y a 3 semaines, et ces livres seront disponibles également à Cuba et dans d'autres lieux de la Caraïbe. Alors, comment va se passer la manifestation? C'est ce vendredi? Oui, c'est ce vendredi. Josette Martial, qui a créé l'association Noir Déa, qui vit volontairement ici, en Guadeloupe, qui s'abreuve de ce qu'on respire ici en Guadeloupe, a décidé de nous aider. Et puis donc, elle a fait en sorte que je puisse rencontrer Franz Zucab et qu'ensemble, nous offrions au public guadeloupéen, aux comédiens guadeloupéens, aux enseignants, au rectorat, à tous ceux que la culture intéresse. On les conduit à partager ce qu'on appelle la Guadeloupe attitude, c'est-à-dire je prends soin de mon patrimoine littéraire, je lis. Voilà. Rendez-vous vendredi au Quai des Arts. Au Quai des Arts, et c'est à partir de 18h. 18h. Alors, il y aura quoi? Il y aura un petit speech quand même. Jean-Michel Martial vous ferez quelque chose pour expliquer. Oui. Il y aura Jean-Michel Martial. Non, pas du tout. Il n'y aura pas Jean-Michel Martial. Il y aura des jeunes comédiens et moins jeunes comédiens vivant en Guadeloupe, qui vont lire des passages des différents ouvrages qui vont être représentés. Et il y aura des discussions à bâton rompu avec Franz Zucab. On parlera de l'édition, on parlera de la difficulté de la traduction, on parlera de la transmission et on parlera de notre patrimoine culturel. Qu'en faisons-nous et que faisons-nous pour le faire vivre plus longtemps? Cette idée-là a été soutenue dès le début par le ministère de la Culture. C'était un ministère de droite. Elle a été reprise aujourd'hui par un ministère de gauche. Elle a été initiée également par M. Victorin Lurel. Le Conseil régional aujourd'hui soutient encore et toujours ce projet qui doit vraiment prendre sa place. Ce projet est plus fort que les personnes qui le font vivre. C'est pourquoi il va continuer à perdurer et que ceux qui aujourd'hui nous écoutent prendront le relais pour le faire vivre et l'étoffer demain et après-demain. Merci d'être venu, Jean-Michel Martial. Pas Jacques, Jean-Michel. Jacques, c'est l'autre. Mais j'aime beaucoup mon frère. Oui, je sais. On le reçoit souvent ici. En tout cas, on prend rendez-vous vendredi prochain au Quai des Arts. Ce sera donc pour la présentation de cette première de ce répertoire du théâtre de la Caraïbe. Alors, c'est du théâtre de la Caraïbe ou du théâtre caribéen? Répertoire théâtre Caraïbe. D'accord, c'est dit. 13h19, on continue l'information avec Jessie. Et plus de 1000 jeunes d'outre-mer sont partis assister au match de l'Euro 2016. 250 d'entre eux ont été reçus hier à Paris au ministère des Outre-mer lors d'une réception en présence de nombreuses personnalités sportives. Donc c'est tout de suite le reportage de notre correspondant sur place, Maurice Cessé.
Puisque c'est une grande fête du football qui va durer plusieurs semaines et évidemment nos jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, mais les ultramarins, ils sont loin et par conséquent ils n'ont pas la chance de pouvoir participer à la fête. Donc le ministère des Sports nous a donné 1000 billets à répartir entre les jeunes et le ministère des Outre-mer a pris en charge évidemment le déplacement et l'hébergement des jeunes. Je crois que pour eux c'est souvent une première pour venir en métropole et c'est aussi une reconnaissance pour les éducateurs, pour ceux qui les entraînent parce qu'ils peuvent à la fois être un petit peu remerciés puisque au jour le jour c'est très important ce qu'ils font pour notre jeunesse puisqu'ils les forment dans des valeurs éthiques, dans les valeurs du sport et il me semble que véritablement il était bien de leur donner l'occasion de se sentir reconnus dans leur travail en leur permettant de venir participer à l'Euro. On a vu des regards plutôt heureux cet après-midi au ministère des Outre-mer. Ah oui, tout à fait, vraiment, c'était un plaisir de voir ces jeunes et tous ces gens qui arrivent. De surcroît, comme on l'a rappelé, les ultramarins ont un rôle non négligeable dans le sport, puisque grâce à leur talent, eh bien, les équipes peuvent marquer des buts, avoir des médailles. Et nous avons vu que dès le jour, dès le premier match, l'équipe de France a été sauvée par un Réunionnais. Écoutez, très enthousiaste et en même temps fier, puisque la ministre, bien sûr, l'a évoqué tout à l'heure, que c'était une initiative très importante dans la mesure où on allie le sport et l'éducation, mais aussi la culture. Donc évidemment, on est très fiers de pouvoir les recevoir et surtout de leur partager l'Euro 2016 ici en France. Bien évidemment, j'espère qu'ils sont conscients de cette opportunité, de cette chance qu'ils ont, puisque moi, à leur âge, je ne pouvais que écouter au transistor ou sinon regarder à la télé. Je crois qu'il faut saluer l'initiative de la ministre et la Fédération française leur a pu permettre à ces jeunes de venir ici, fouler le sol français, mais surtout participer à cet Euro 2016. Pourquoi ? Parce que on espère provoquer en eux quelque chose dans le sport, de pouvoir justement assimiler, enraciner les valeurs du sport. C'est fabuleux, c'est un rêve. Il faut surtout qu'ils le savourent dans la mesure où il y a des millions et des millions d'enfants qui les regardent et qui aimeraient être à leur place. Donc je leur ai demandé surtout de savourer ce moment-là, de le respecter, de vivre ce moment intensément. Ils le font. Ils sont ébahis de voir des garçons comme Karambeu qui est là ou même Bernard Diomède, des champions du monde. Il y a José Pierre Fanfan qui nous accompagne aussi. Je crois que voilà, c'est une réponse parfaite à tous ceux qui pensent que l'outre-mer est très éloigné. Finalement, on ne l'est pas tant que ça. Voilà, il est 13h22 et c'est la minute importante puisqu'on va parler d'une maladie grave. C'était donc la semaine mondiale internationale de la thyroïde il y a quelques jours. Et docteur Frislise Veillaludon est avec nous. Et avec elle, aujourd'hui, on va consacrer la chronique au cancer de la glande thyroïde. Qu'est-ce que c'est exactement, docteur ? La semaine internationale de la glande thyroïde, c'était au mois de mai, donc le mois dernier. Et nous avons eu l'occasion, dans les chroniques précédentes, d'expliquer ce qu'était la glande thyroïde, qui est cette petite glande au niveau du cou, qui peut occasionner des problèmes de fonctionnement et parfois il peut y avoir des nodules à l'intérieur et ces nodules peuvent se transformer. Donc les cellules qui sont des cellules normales, elles peuvent se transformer, se modifier et se transformer en cellules de cancer. Et ce cancer de la glande thyroïde, il faut savoir qu'il existe et que c'est un cancer qu'on soigne très bien dans les formes les plus fréquentes. Lors de la conférence que nous avons pu réaliser pour la Semaine internationale de la thyroïde, nous avons eu beaucoup d'interrogations sur le cancer de la glande thyroïde et c'est pour cela que je voulais consacrer la chronique à ce cancer. Et c'est un cancer qui est très répandu finalement ? C'est un cancer qui est finalement très rare comparé aux autres cancers. En France, les données nationales, c'est le 5e cancer chez la femme et le 19e cancer chez l'homme. Donc c'est un cancer qui est vraiment très rare et il est encore plus rare en Guadeloupe. Mais c'est vrai que comme pour tout cancer, vous savez, quand il y a l'annonce d'un diagnostic de cancer, c'est toujours une période très difficile. Il faut que tout un chacun sache qu'on peut, on peut en guérir et que c'est un cancer qui reste très rare. On dit on peut en guérir parce qu'il y a des cancers qui sont, la plupart ils sont mortels.
Tout à fait. C'est un cancer en fait qu'on peut guérir par la chirurgie. Quand la chirurgie. Pas de chimio. Alors ça dépend. C'est dans un premier temps pour les formes les plus fréquentes, qui sont des formes qui sont pas très agressives. C'est un cancer qu'on guérit par une chirurgie bien réalisée, avec une exploration chirurgicale bien réalisée, et on peut compléter la chirurgie par un traitement par iode radioactif. Donc c'est un traitement qui se fait dans le service de médecine nucléaire, et le traitement en général permet une guérison dans plus de 95% des cas. Dans des formes un petit peu plus agressives, qui sont encore beaucoup plus rares, moins d'1% des cancers de la thyroïde sont ces formes agressives, on peut avoir besoin de faire un traitement par chimiothérapie, voire par radiothérapie. Alors, est-ce qu'un patient normal qui nous regarde aujourd'hui peut savoir s'il est atteint d'un cancer de la thyroïde? Alors, le cancer de la thyroïde, c'est un cancer qu'on dépiste de plus en plus tôt parce qu'il y a de nouvelles technologies échographiques. L'échographie, je vous rappelle que c'est cet examen qui est utilisé pour faire avec une sonde. On met un peu de gel sur une sonde et on va regarder les images du cou. Et cette échographie, avec les moyens actuels qui permettent de détecter des nodules de très petite taille, elle permet de détecter d'abord les nodules. Et en fonction des critères des nodules, on a des critères en échographie qui nous permettent de dire ce nodule-là, il va être inquiétant, ce nodule-là, il est plutôt rassurant, on va le surveiller. Et s'il y a des critères inquiétants, on va le ponctionner. C'est-à-dire qu'on va mettre une petite aiguille juste sous la peau pour prélever des cellules et les analyser. Et c'est cette analyse qui nous permet de dire s'il y a des cellules qui sont soit précancéreuses, soit cancéreuses. Et là, la chirurgie a toute sa place pour justement éviter qu'on ait des formes plus avancées. C'est un acte qui se fait sans anesthésie, hein, c'est ça? La cytoponction, c'est un acte qui se fait sans anesthésie, exactement comme une prise de sang. C'est-à-dire que la prise de sang, on vous fait le prélèvement dans une veine au niveau du bras, on va aspirer le sang, alors que là, au niveau de la cytoponction, donc on utilise des aiguilles qui ne sont pas plus grosses, et juste sous la peau, on va mettre l'aiguille, et sous le visuel idéalement d'un appareil d'échographie pour aller vraiment précisément là où on veut faire le prélèvement, on va prélever des cellules et les analyser. Donc ça dure quelques secondes. C'est un examen qui n'a pas besoin d'anesthésie. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais en fait la thyroïde n'est pas dans le cou, mais vraiment sous la peau, quoi. Tout à fait, c'est exactement ce que j'explique aux personnes qui viennent faire une cytoponction au CHU. La thyroïde, elle est vraiment très superficielle. Elle est sous la peau et on ne va pas dans la gorge. Donc on n'a pas, si vous voulez, besoin d'avoir une anesthésie de toute la zone du cou. On est vraiment sous la peau. C'est vrai qu'il faut faire attention parce que vous savez qu'il y a des gros vaisseaux de chaque côté, les carotides, les jugulaires qui sont de chaque côté. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le contrôle échographique pour véritablement avoir le suivi de l'aiguille et aller précisément là où on veut faire le prélèvement. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de femmes touchées que d'hommes? Alors plusieurs raisons sont expliquées. La première raison, c'est qu'il y a tout simplement plus de femmes que d'hommes. Donc ça biaise un petit peu les chiffres. Et la deuxième raison, c'est que les facteurs hormonaux, les hormones en fait chez la femme subissent beaucoup de modifications. Et on met en rapport ces facteurs hormonaux avec la survenue d'autres critères. Par exemple, les femmes sont par exemple beaucoup plus obèses que l'homme. Il y a tout plein de petits critères comme ça qui sont des critères métaboliques, des critères qui vont favoriser le développement des nodules et de la transformation de cancer en dehors des critères génétiques. Donc c'est un cancer qui peut être soigné, opéré et soigné si on le prend assez tôt. Voilà, il ne faut pas attendre d'avoir un nodule énorme, parce qu'on voit aussi beaucoup de personnes dans la rue. Moi, alors, nodule, ce qu'on appelle nodule, c'est un ganglion, c'est quelque chose, c'est une excroissance? Alors le nodule, non, le nodule ce n'est pas un ganglion. Ouais. Le nodule peut être visible, c'est une déformation visible, parce que c'est une déformation au niveau du cou. On va avoir une petite tuméfaction, une petite boule qui va sortir ici, mais cette petite boule, elle est dans la glande thyroïde. Et comme justement elle est très superficielle, ça fait une voussure et on a ce nodule qui apparaît. Et donc il ne faut pas avoir peur quand on a un nodule. Au contraire, il faut très tôt faire les examens pour savoir si ce nodule, on peut continuer à le surveiller. Est-ce qu'on peut donner aussi des médicaments, parce que dans certaines formes c'est possible, ou est-ce qu'il faut opérer, et plus tôt on consulte et mieux c'est. Et l'opération, une fois opéré, c'est réglé définitivement, ou alors il faut un suivi?
Alors le suivi, il est indispensable à vie parce que la glande thyroïde, elle est enlevée en totalité. On n'enlève pas que le nodule, on enlève vraiment toute la glande thyroïde et le chirurgien va aussi regarder s'il y a des ganglions qui sont envahis. Donc c'est un geste qui est important à faire par une équipe qui a l'habitude, qui est spécialisée. Et après, quand la glande thyroïde est enlevée, il faut prendre notre traitement hormonal pour remplacer la glande thyroïde. Et ce traitement, on le donne avec des doses très précises quand c'est un cancer de la thyroïde. Donc il faut qu'il y ait un suivi à vie par un endocrinologue. Et autre chose, c'est que ce cancer, quand il devient plus agressif, il faut faire de la chimio finalement. Oui, alors ce n'est pas tout à fait le même type de cancer qui se transforme. Ce sont des cancers qui sont d'emblée agressifs, qui sont des cancers, on appelle ça des cancers anaplasiques. Ce sont des cancers qui se manifestent par une véritable masse au niveau du cou. Quand le patient va toucher son cou, c'est très dur, c'est ferme et ça apparaît brutalement parfois. Et là, il faut consulter en urgence parce que dans les 15 jours, il faut mettre en place une chimiothérapie. Voilà, mais je crois qu'on a tout dit, sauf qu'on n'a pas parlé du réseau TUTIREF. Alors, qu'est-ce que c'est exactement en 2 mots? Le réseau TUTIREF, j'en avais un peu parlé justement à cette conférence sur la thyroïde. C'est un réseau national qui associe plusieurs spécialistes pour prendre en charge des cancers de la glande thyroïde qui sont des cancers très agressifs et très rares et donc qui regroupe des endocrinologues, des chirurgiens, des biologistes, des généticiens, plusieurs spécialités, hein, j'en oublie peut-être. Et on va discuter, on va se connecter par visioconférence grâce aux nouvelles technologies dont on dispose et on va discuter, tous les centres vont discuter de leurs patients et c'est aussi valable pour les Antilles puisque je peux, grâce à cette webconférence, présenter des dossiers de la Martinique et de la Guadeloupe. Vous faites partie de ce réseau. Voilà, je fais partie de ce réseau et tous les patients faits de Martinique et de Guadeloupe qui ont des cas très difficiles, très compliqués, sont présentés pour qu'on puisse valider les traitements, ce qui évite aux patients de partir en métropole. Donc c'est très important de continuer à alimenter ce réseau. On aura tout dit. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. Un dernier mot et on vous retrouve dans une quinzaine de jours. On reviendra sur le diabète peut-être? On reviendra sur le diabète, oui. Voilà, et puis comme on dit, plus d'informations au CHU où vous recevez régulièrement. Voilà, il est pratiquement 13h31. On va prendre une pause de publicité puis on va retrouver ici pour la fin du journal et ce sera fini. Voilà, 13h37, retour pour la dernière séquence du ZCL et très rapidement ici l'essentiel de l'actu. Et comme je vous le disais, Danick, tout à l'heure, mobilisation ce matin à Castel-Lamentin. Près de 200 logements sont en construction dans le lotissement Caillou. Des travaux que les riverains condamnent. Les constructions risquent de détruire une tombe funèbre et on parle de la tombe de Monsieur Caillou. Et le réseau mondial Sigfox arrive aux Antilles, présent dans plus de 11 pays en Europe. Ils ont effectué leur lancement en Guadeloupe ce matin. C'était à l'hôtel La Toubana à Sainte-Anne. Et dans le cadre de l'opération Tous prêts pour l'Euro 2016, 250 jeunes ultramarins ont été reçus hier au ministère de l'Outre-mer à Paris. Et on poursuit avec le développement de notre dernier sujet. Du 17 juin au 9 juillet, l'artiste Georges Ricard expose ses œuvres. Regards et transitions, c'est le thème de son exposition qui vous sera présentée dès ce vendredi à la bibliothèque Paul Mado de Bémao. Des tableaux et des sculptures aux inspirations afro-caribéennes. Reportage Nicolas Chi. J'ai commencé à peindre depuis à l'âge de 11 ans. Jusqu'à maintenant, mais j'ai dû arrêter de peindre à peu près 30 ans. Avant, j'ai représenté la Guadeloupe avec Rovelas, Échard. Bien entendu, peut-être on ne connaît pas Échard, mais on connaît Rovelas. Et pour représenter la Guadeloupe, à Saint-Domingue, en Amérique et tout. Mon originalité, je le dis, je suis afro-caribéen. Pas quelque chose en l'air, je suis afro-caribéen. Vous verrez par vous-même. Ça sort de l'Afrique. Bien entendu, quand j'ai commencé, lorsque je dis de l'Afrique, la sortie de Goï, que j'ai représentée à ma manière. Tous les Africains sortant de l'Afrique, ils avaient une culture, bien entendu, mystique en eux. Mais lorsqu'ils sont arrivés ici, ils n'avaient plus ça.
Alors c'est ça que j'ai voulu représenter à travers ma peinture. À travers ma peinture, bon, je suis un peintre, je n'ai pas fait d'école de peinture. Je suis autodidacte, mais j'ai lu pas mal de bouquins de Braque, Gauguin et tout. Et j'ai une culture plutôt sur Braque, Gauguin, quand j'ai pu faire un mélange pour trouver une peinture caribéenne. De la peinture à l'huile propre. De la toile, maintenant j'ai commencé aussi à faire de la peinture sur bois pour faire de la peinture sur apposée que j'ai pu inventer par moi-même. Je dirais, bon, si je n'ai pas fini de l'inventer, quelqu'un d'autre, mais je pense plutôt un Caribéen ou surtout un Guadeloupéen pour continuer l'œuvre. J'expose ce week-end aux médiathèques Mado à Bémaro. Ce qui représentera choc de culture. Mettez-vous bien, nous avons quelque chose qui se passe maintenant. Nous avons une culture guadeloupéenne, une culture amérindienne qui a été incrustée en nous, mais une culture vraiment africaine aussi, que nous avons transportée. Mais donc, les enfants ne reconnaissent pas, je ne sais pas, ils ont plutôt une culture métropolitaine qu'ils ont voulu intégrer. Et quand je ne comprends pas, ils ne représentent... Ils sont en train de bousculer tout maintenant. Et vous verrez par ce que je représente, c'est ce que je représente par mes tableaux. J'invite tout le monde, surtout les enfants, à voir ce qu'on peut représenter de la peinture vraiment guadeloupéenne. Et encore, je dis guadeloupéenne et caribéenne. Étant donné que j'avais le commerce, j'avais un commerce que j'ai dû monter, pas mal de choses. Ça a pris pas mal de temps, pas mal de, comment dirais-je encore, de ce que j'ai en moi. Alors si bien je ne pouvais pas peindre. Mais après que j'ai laissé le commerce, j'ai commencé encore à peindre. Et c'était aujourd'hui à midi pile dans tous les commissariats de France et établissements publics. Une minute de silence a été observée en l'hommage à Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, donc les deux policiers tués ce lundi dans les Yvelines. La minute de silence a bien sûr été suivie en Guadeloupe. Nous étions présents ce midi à Pointe-à-Pitre en présence du préfet, du maire de la ville, du commandant de la gendarmerie, commandant du S10. Également, je vous propose de regarder tout de suite le reportage de Charlie Dagonia. Nous unissons aujourd'hui pour saluer la mémoire de nos deux collègues fonctionnaires de police, admirables et courageux. Notre pays est en deuil et nous nous rassemblons aujourd'hui pour réaffirmer qu'ensemble, nous faisons et continuerons de faire face à l'adversité. L'espérance doit toujours triompher sur la crainte. Notre détermination va vaincre. Au commandant de police Jean-Baptiste Salvin et à Madame Jessica Schneider, sauvagement assassinés il y a quelques jours dans leur domicile. Et nous nous sommes rassemblés, aujourd'hui nous sommes réunis, je voudrais même dire nous nous sommes unis pour rendre hommage à deux de nos collègues, deux fonctionnaires admirables et courageux, victimes encore d'un acte de terrorisme. Nos pensées vont donc vers leurs proches, vers leur famille. Notre douleur est immense. Et vraiment, cette réunion ici, dans les locaux de la DDSP, de la Direction départementale de la sécurité publique, a aussi contribué à réaffirmer le message de soutien adressé par le ministre de l'Intérieur à l'ensemble des forces de sécurité, à tous les policiers, à tous les gendarmes qui sont engagés, je dirais, au quotidien dans cette lutte contre le terrorisme, qui sont engagés au quotidien pour assurer notre protection. Et je
crois que cet hommage est mérité, cet hommage est légitime. Nous devons leur apporter, nous aussi, notre soutien au quotidien. Et le préfet que je suis leur a réaffirmé, bien sûr, leur engagement, son engagement à leur côté pour que nous puissions ensemble continuer à assurer notre mission malgré les difficultés. L'occasion de le réaffirmer dans le discours du ministre, l'espérance doit triompher sur la crainte et notre détermination, je dirais, va vaincre parce qu'elle repose sur des valeurs anciennes, sur des valeurs vraies que sont l'amour de son pays, le courage, la tolérance, l'amour de son prochain. Voilà, ce sont des valeurs qui doivent nous permettre, je dirais, d'avancer et de vaincre dans cette difficile guerre contre le terrorisme. Voilà, le ZCL de ce mercredi est pratiquement terminé. Je vous rappelle la sortie du dernier numéro de Produits Pays. C'est un magazine gratuit proposé par le MPI, le Mouvement des Petites Industries. Nous aurons l'occasion très prochainement de recevoir notre ami Christophe Wachter, qui est le coordonnateur de ce journal et aussi le secrétaire général des MPI. Voilà, on aura tout dit en répétant avec ici l'info principale du jour. Ce sera quoi ? Donc c'est la mobilisation à Sainte-Rose, Danick, pas à Sainte-Rose, au Lamentin, Castel-Lamentin. Donc je vous l'ai dit, les riverains ne sont pas d'accord de la construction des 200 logements qui auront lieu dans le lotissement Caillou, puisque ça va bien sûr abîmer le paysage et surtout risque de détruire la tombe funèbre donc, de M. Caillou qui porte le nom du lotissement. On va rappeler deux rendez-vous. Le rendez-vous avec les jeunes du CFPA, c'est ce samedi 18 à partir de 8h30 au CFPA du Lamentin. Et donc, le rendez-vous aussi pris par Jean-Michel Martial au Quai des Arts, c'est pour la présentation du répertoire du théâtre Caraïbe. Voilà, on aura tout dit. Réalisation ce midi, Mr. Zebris. Et donc, nous, on se retrouve demain. Peu tristement, mais on se retrouve quand même. Voilà, c'est parti. Et à demain à la même heure dans le ZCL. Salut à tout le monde. Si vous avez raté l'information du jour, vous avez la possibilité de, comme dit Jessie, de qu'est-ce qu'on fait? On a raté, on a tout raté. Vous allez sur www.zcl.tv. Et si on veut gagner un voyage en avion? Alors là, c'est sur notre Facebook. Et donc, vous répondez à la question posée du jour. Et voilà, vous pouvez gagner donc une croisière, des billets d'avion. Une croisière pour 2 personnes. Hein. Une croisière pour 2 personnes, attention. Des billets d'avion pour Paris, des smartphones et puis plein d'autres cadeaux. Plein d'autres choses. Alors, vous avez le choix. À demain, en tout cas, les habitués du ZCL, l'émission la plus regardée en Guadeloupe en ce moment. Et jusqu'au 24 juin, vous pouvez participer au grand jeu. Suivez l'actu en ZCL et tentez de gagner une croisière, des billets d'avion pour Paris, des smartphones et plus encore. Pour cela, il vous suffit juste de répondre aux questions du jour sur la page Facebook du ZCL. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.